Monsieur, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Canal 2 International. Bienvenue à cette autre édition du débrief de l'actualité. Le débrief de l'actualité en sport, c'est le lundi et le vendredi. Et ce vendredi, cette fin de semaine, nous nous intéressons à ce qui aura marqué l'actualité cette semaine. L'actualité cette semaine, du côté de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, c'est l'ouverture officielle de la Coupe du Monde de Nouvelle-Zélande-Australie 2023, cette fois au féminin, et les équipes hôtes ont véritablement bien débuté la compétition. La Nouvelle-Zélande s'est imposée pour sa première sortie. La même chose justement pour l'Australie qui s'est également imposée. Il y a eu la sortie de la première nation africaine, le Nigeria, qui a accroché le Canada 0 but partout. On attendra de voir le comportement de la Zambie demain. Mais avant, on évoquera, avant les différentes rencontres de demain, les forces en présence au sein des différentes sélections africaines. Et on évoquera dans le plat de résistance la forte actualité au sein de la Fédération camerounaise de football. La Scabreuse a fait des audios d'écoute, l'a fait World Sport, entre autres. On questionnera justement nos invités autour de ces différents sujets. Pour nous accompagner ce soir, le premier est un analyste sportif, c'est le premier justement à avoir foulé le sol de Canal 2 International ce soir. Yvan Kanwa, bonsoir. Bonsoir Mathieu Fangua, salut aux millions de spectateurs qui nous écoutent à la maison. Une fois n'est pas coutume, tu me permettras d'entrer de faire une fleur au recteur de l'Université de Douala, le professeur Margot Oula. Est-ce qu'il nous regarde? Il nous regarde, Mathieu Fangua. Je lui dis mes félicitations pour le formidable travail de transformation de l'image de l'Université de Douala, tant sur le plan structurel qu'infrastructurel qu'il a entamé depuis sa nomination à la tête de cette institution. On a besoin des bâtisseurs comme lui et je lui souhaite bon courage dans la démarche qui est la sienne à la tête de cette institution universitaire. Merci infiniment mon cher Yvan Kanwa. Autre invité ce soir, c'est également un analyste sportif, encore appelé IAïste. C'est un fidèle et fervent supporter de l'ancien président de la Fédération camerounaise de football, Petit Ponjoufak. Bonsoir. Bonsoir Mathieu et bon début de week-end à tous vos téléspectateurs et salam alaikum au président IA. Je refais aussi un coucou à mes deux grands-parents, à mon grand-père paternel Yves Tefak, dit papa de la famille Ndundu, et à mon grand-père maternel Ndonfa Gaston, papa Tchoufou. Merci infiniment monsieur. Autre invité, le dernier ce soir, c'est un journaliste. Journaliste indépendant en attendant qu'il nous décline officiellement le média pour lequel désormais il officie. Monsieur Léon Rosier, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir Yvan, bonsoir à Petit Paul, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Toujours journaliste indépendant? Je suis journaliste de profession. Je suis journaliste de profession et donc si tu ne connais pas dans quel média je suis officier, tant pis. Mais bon, c'est un plaisir d'arriver ici ce soir, c'est ma première fois dans les nouveaux locaux de Canal 2. Ah ben profitez monsieur. Voilà, je me sens privilégié d'être dans ces murs. Je souhaite continuer dans la même lancée que Yvan et Petit Paul pour dire que... On n'en aura pas que pour ça ce soir. Non, je pense que ça vaut la peine de dire qu'aujourd'hui il y a un ami, un petit frère qui entame son dernier voyage, Gabriel Nandjip. Donc je souhaite apporter mon soutien à toute sa famille qui est du côté de Banganté. Pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu faire le déplacement, mais je souhaite dire à sa famille que je suis de tout cœur avec elle. Monsieur Transition, et derrière on s'intéresse à la pause actuelle. On évoquera la Coupe du Monde qui se déroule en ce moment du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et on parle de la Coupe du Monde féminine qui se déroule du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Yvan Kanwa, ça a débuté justement il y a un peu plus de 48 heures et on a les premiers résultats. Les deux pays hôtes, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, se sont imposés pour leur premier match. Et on retient que l'Australie s'est imposée devant la Norvège de Ada Adelberg, un seul petit but à 0. Même score également entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande. Le football féminin, c'est quelque chose de particulier, mais à voir quand même les deux nations qui s'imposent pour leur première sortie dans une Coupe du Monde pour la première fois à 42, ça, il fallait le faire.
Oui, c'est vrai que peut-être le résultat de la Nouvelle-Zélande face à l'Australie, face à la Suède de Ada Egelberg, c'est peut-être une surprise. Mais c'est souvent ça aussi l'avantage d'être haut des compétitions. C'est que le fait d'évoluer à domicile, justement, vous offre un avantage supplémentaire, permettez la tautologie, parce que la composante supporteriste fait partie des éléments du 12e homme, si je peux le résumer en cela. Et finalement, les nations qui accueillent ces grandes compétitions-là s'appuient souvent sur cette composante liée à l'apport des supporters pour pouvoir se surpasser, être dans le dépassement de soi et réaliser ce type de performance. Ce n'est pas un événement que de voir les deux pays organisateurs s'imposer d'entrée pour leur début de compétition. Qui ne sont pas les grandes nations de foot au féminin, c'est important de le rappeler. Oui. C'est pas les États-Unis, c'est pas le Canada, c'est pas la France. Je suis d'accord, mais quand vous accueillez une compétition, alors quand vous sollicitez l'organisation d'une telle compétition, vous vous préparez en conséquence pour ne pas faire piètre figure à domicile. Surtout qu'on observe une certaine généralisation, une certaine démocratisation au niveau des approches des différents gouvernements et des différentes fédérations par rapport à la pratique de ce football féminin. Là, on voit beaucoup plus de nations qui s'y mettent. Voilà, par exemple, la Zambie qui est en Coupe du Monde, le Cameroun n'y est pas, le Ghana n'y est pas. Pour revenir à l'exemple africain, ça participe justement de ce nivellement de valeurs vers le haut et de cette démocratisation du football féminin dont je parlais il y a un instant. Et donc, les pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ayant souscrit à l'organisation de cette compétition et l'ayant obtenu, se sont justement préparés en conséquence pour participer de façon honorable et ne pas juste jouer les faire valoir et les compléments d'effectifs. Et je pense que sur ce premier match, sur cette entame de compétition, ils l'ont bien démontré. Petit Paul Diouf, on reste sur le comportement de la première nation africaine à descendre dans l'arène. Il s'agit du Nigeria. Le Nigeria qui a tenu le Canada en échec. Le Nigeria qui a arraché le point du match nul au terme d'un match spectaculaire. 0 but partout au terme des 90 minutes. Est-ce que quand on voit cette entame du Nigeria, on se dit qu'il y a de la place pour les sélections africaines? Il faut dire que déjà, on l'entame, le Nigeria, c'est une grande nation. Pour ne pas dire la meilleure nation. Elle marche carrément sur le plan africain. Sur le plan africain. Donc déjà, aller à cette Coupe du Monde, elles sont habituées, elles sont sur ce côté-là, c'est une régularité. Maintenant, on attend que chaque Coupe du Monde, qu'elle fasse mieux que la précédente, tout au moins en remportant cette compétition, ce qui n'est pas le cas. Mais je pense que de ce côté-là, l'Afrique est déjà en train de travailler beaucoup, en train de mettre les petits plats dans les grands. On a vu déjà, cela fait partie dorénavant, puisque la FIFA ayant compris que si elle abandonnait ce côté sans exigence, peut-être le football féminin n'allait pas atteindre son paroxysme, comme c'est le cas avec les hommes. Vous verrez maintenant que dans le cahier, surtout en Afrique, des cahiers pour avoir la licence CAF aujourd'hui, il faut avoir des catégories ou une catégorie féminine qui joue un championnat affilié et qui joue un championnat local. Parce que cela n'est pas bénéfique pour la FIFA ou pour la CAF, c'est bénéfique pour chaque continent. Ça permet de se structurer. Ça permet de se structurer, ce qui fait que d'ici peu, dans 10 ans, nos sélections africaines au niveau de la compétition des filles, elles n'iront plus là-bas en villégiature. Elles iront aussi titiller les grandes nations telles que l'Espagne, dont on ne parlait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, l'Espagne est une grande nation. D'ailleurs, même quand on parle du classico espagnol des féminins qui avait opposé le Real de Madrid et le Barça, ces deux équipes ont fait un plan, je crois c'était au Nou Camp, un plan de 88 000 spectateurs jamais vu dans le football féminin. Donc cela démontre que le football féminin entraîne plus, ça s'intéresse, on ne joue plus, il y a des matchs, il y a des pays où on ne joue plus, se contente plus de jouer les matchs de championnat dans les stades d'entraînement ou de 5000 places comme ce fut le cas il y a 10 ans. Aujourd'hui on joue dans les stades pareils, certains rencontres se déroulent dans les grands stades où les hommes reçoivent aussi. Donc cela démontre que le Nigeria
qui avait pris l'avance sur notre pays, la nation. C'est vrai, on avait pensé que la Guinée équatoriale, avec la politique, devait tenir, mais malheureusement, la Guinée équatoriale, elle n'a pas tenu à ce niveau. La fédération bat de l'aile. La fédération est bas de l'aile et ça se suit en bas. Et il y a une autre nation qui est en train d'arriver. Peut-être on en parle pas actuellement, le Maroc, parce que la politique est en train de monter et d'ici peut faire attention, peut-être on ne parlera plus du Nigeria. Si rien n'est fait de ce côté, mais de l'autre côté, on parlera plutôt du Maroc. Qui est plutôt en train de bien bosser. Léon Rézier, pardon, j'y arrive. Je veux quand même qu'on s'intéresse au comportement du Nigeria dans cette Coupe du Monde, mais il y a un intérêt. Petit Paul parlait tantôt de l'affluence dans les stades. Je rappelle que pour le match entre l'Australie et la Norvège et la Suède, pardon, c'est un peu plus de 75 000 personnes. C'est un record battu que jamais on a eu une affluence pareille dans un stade en Australie. Est-ce que c'est quelque chose à féliciter en se disant, mais là, le gap qu'il y avait entre le football masculin et féminin est en train de se refaire? Oui, le gap se refait, mais il ne faut pas aussi tomber dans l'euphorie. On sait que c'est la 75 000 personnes. Le premier match, on sait comment ça se passe pour que les gens aillent au stade lorsqu'il y a un match de Coupe du Monde. On ne va pas dire qu'aujourd'hui le football féminin est au niveau du football masculin. Quand on célèbre 75 000 personnes dans un stade pour un match de Coupe du Monde, je pense qu'on a cette affluence-là tous les week-ends en championnat anglais ou bien en Espagne. Donc aujourd'hui, on va dire que il y a une nette évolution, mais pour rattraper le gap entre le football féminin, pour rattraper le gap avec le football masculin, ça ne sera pas demain, mais c'est déjà quand même des évolutions à apprécier. On l'avait vu déjà ici lors de la Coupe d'Afrique féminine au Maroc, où on avait eu des records d'affluence dans les stades du Maroc. On l'a vu aussi dernièrement lors de l'Euro, où on a vu aussi des bons chiffres du côté de l'Angleterre, je crois. Maintenant, on va dire que ça veut dire qu'il y a une politique de la FIFA qui souhaite véritablement mettre en évidence une grosse mobilisation autour du football féminin. C'est malheureux qu'aujourd'hui l'Afrique, à mon avis, soit encore en retrait, parce que quand on voyait le Nigeria, on a 4 représentants. Un match nul. Je pense qu'au départ, la Nouvelle-Zélande n'était pas au niveau du Nigeria aujourd'hui. Quand la Nouvelle-Zélande se permet de battre la Norvège, c'est dire qu'il y a des gens qui font un travail de fond pendant que d'autres se satisfont de leur position. Aujourd'hui, le Nigeria devrait être peut-être dans le premier chapeau de ce mondial et chercher aller avec un objectif peut-être de demi-finaliste. Mais on est encore à vouloir se satisfaire d'un match nul ou d'une victoire en Coupe du Monde, alors que avec les performances passées du Nigeria, pourquoi pas même du Cameroun, on devrait déjà postuler aux premières places. Des nations comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande n'étaient pas au niveau du Nigeria il y a 10 ans. Ça veut dire qu'il y a certaines nations qui n'ont pas progressé et d'autres qui travaillent pour aller mieux. Mais pour moi, je pense que c'est quand même une belle vitrine pour le football. On voit de très beaux matchs. C'est vrai que les matchs sont en matinée, pour les gens qui vont au travail, c'est pas évident, mais on aura le temps de voir des rencontres de ce mondial et on espère quand même que l'Afrique fera mieux que les fois précédentes. Monsieur, on va rappeler que l'Australie a battu la Norvège 1-0. La Nouvelle-Zélande s'est imposée devant l'Irlande 1-0. Le Nigeria a accroché le Canada 0 but partout. Les Philippines ont été battues par la Suisse 0 but contre 2. L'Espagne a balayé le Costa Rica 3-0. Demain, justement, pour la suite de la compétition, l'entrée en liste de Team USA, le champion, le vainqueur, justement, de la dernière édition. Les États-Unis affrontent le Vietnam. Ce ne sera pas le match le plus dur. Ça va pas être le match le plus dur pour les États-Unis. Ce sera à partir de 2h, heure du Cameroun. La Zambie, le second pays africain descend dans l'arène. Ce sera face au Japon. Un morceau dur à croquer parce que les femmes de la sélection nationale du Japon sont véritablement des guerrières. Et ce sera à partir de 8h. L'Angleterre, à 10h30, affronte Haïti. On imagine également une large victoire justement des Anglaises. Le Danemark affronte la Chine à partir de 13h, heure du Cameroun. Transition, monsieur, derrière. Et on s'intéresse à l'actualité à la Fédération camerounaise de football.
Monsieur, on s'intéresse à la Fédération camerounaise de football. Il y a eu justement en fin de semaine dernière la conférence de presse de l'ancien 4e vice-président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur Henri Junior Ndialakouan II, qui a systématiquement ouvert le feu sur le président de la Fédération camerounaise de football. Et il y a de cela quelques jours, il y a ce fameux audio qui est en circulation, d'où la sortie du président de Opopo dans un communiqué, puisqu'il est accusé et indexé dans ce voice, il déclare qu'il ne se reconnaît pas justement dans ce voice en circulation et affirme avoir porté plainte contre l'auteur. Je te donne la parole en premier, Petit Paul Dioufak. Comment expliquer justement que le président de la Fédération camerounaise de football soit systématiquement critiqué alors que les actions qu'il pose sur le terrain commencent à porter des fruits? Belle question, mais sauf que si on retourne la question, on se pose, il est critiqué par qui? Bon, moi je veux qu'on s'intéresse au... Non, quand je dis... Pourquoi? Il a écrit justement, quand on regarde, parce que vous voyez que dans notre gestion quotidienne, même pas seulement dans le football aujourd'hui, c'est-à-dire on a trop, on est passé à autre chose, chacun ne pense qu'à son propre intérêt, ne regarde qu'à son propre assiette, c'est l'égoïsme qui est en train d'envahir le football, qui était à gangréner au niveau du football. Aujourd'hui, la difficulté qu'éprouve, ou peut-être, je ne vais pas appeler ça la difficulté, on peut voir que c'est une difficulté à vue d'œil pour l'exécutif qui est actuellement à la Fédération avec sa tête, le président Samuel Eto'o-Fils. La difficulté, c'est qu'il a fait un constat. Peut-être avant d'entrer, il a compris que pour que le football marche, il faudrait qu'il soit dur, que la rigueur soit appliquée. Okay. Et cette rigueur-là, qui est en train de très mal passer. Okay. Et les gens prennent cela mal. Aujourd'hui, on peut voir, chacun sort ici. C'est un groupuscule de personnes. Parce que l'élection à la Fédération camerounaise, pour être président de la Fédération, il fallait être parmi les 76 délégués. Et c'est l'un des rares candidats qui a commencé l'élection à la base. Ça veut dire au niveau de la Ligue départementale, qui est la Sanaga Maritime, qui est sa région ou son département d'origine, si on peut le dire. Ensuite, au niveau de la région, ensuite à la fédérale. Donc c'est un processus normal qu'il a respecté et il a présenté un programme. Aujourd'hui, la question pour moi, on doit se poser, est-ce qu'il est en train d'implémenter son programme? Est-ce que les choses, ce qu'il a dit, sont en train d'être mises sur place? Oui. Aujourd'hui, je regardais encore les images du stade annexe d'Olembe où le stade des Interpol était plein à craquer, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, depuis près de 10 ans, on n'avait plus vu ça. Pendant les playoffs à Garoua, tous les matchs, c'était la moindre, c'était 25 000 spectateurs. À Douala, les derniers playoffs, n'en parlons pas. Tous les barrages se sont joués, que ce soit à l'ouest, que ce soit au centre, que ce soit au littoral, où nous résidons, à Douala particulièrement. On a vu tous ces matchs de barrages, on a vu comment ça a drainé, malgré ces pluies diluviennes, ça a drainé le grand monde. Donc ça veut dire que de ce côté, les choses sont en train de... Il y a une avancée qui est en train d'être faite. Parce que le combat, si on bavarde, on dit les choses et que le football n'est pas bien structuré, ne s'organise pas, ça veut dire qu'il est en train de recommettre les mêmes erreurs que les autres. Or, quand il a compris qu'il fallait réconcilier les gens. Réconcilier, c'était quoi? Il y avait ce que je peux appeler souvent le Jack Bauer de procès au TAS, qui nous a permis, qui a déstabilisé la gestion, que ce soit au niveau des comités, tous les exécutifs qui se passaient à FECAFOOT. Depuis 2009. Depuis 2009. Non, depuis l'arrestation du président, si on va dire, c'est depuis 2013. Donc, il y a eu ce procès interminable, Jack Bauer, qui, chaque fois, ont changé, comité de normalisation sur normalisation. Il est venu, il est allé vers la réconciliation. Il les a fédérés. Il les a fédérés, il a fait parler, chacun a compris et ils ont accepté. Okay. Et ce procès, on connaît où il est aujourd'hui. Il est classé dans les tiroirs. On n'en parle plus de ce procès. Parce que c'était comme un épée qui planait chaque fois qu'il y avait un exécutif qui était là en haut, qui pouvait tomber à chaque... Aujourd'hui, cela n'existe plus. Il a réconcilié ces gens. Il les a réconciliés. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble. Maintenant, pour travailler ensemble, celui qui ne veut pas travailler, vous faites comment? Ou qui ne cadre pas avec la déontologie, vous faites comment? Vous l'écartez. C'est pour cette raison qu'on constate
ces égarements, des gens qui sont partout, qui peuvent dire ce qu'ils pensent, et on doit s'interroger. C'est ceux qui l'ont soutenu. C'est ceux qui l'ont soutenu qui sont en train de faire cela. Donc ça veut dire que, parce que si c'était ceux qui ne l'avaient pas soutenu, on allait dire que non, c'est parce qu'ils l'ont pas, il est en train de régler ses comptes. Maintenant, c'est ceux qui l'ont soutenu. Il est en train de leur dire, tenez, la campagne, on n'est plus en campagne. Vous comprenez cette critique systématique. Place, maintenant, nous sommes là maintenant, place au boulot. On doit travailler pour changer, pour développer le football camerounais, pour que le football camerounais avance. Mais comme on le dit souvent, malheureusement, on peut enlever les animaux de la brousse, mais enlever la brousse de leur tête, c'est quasi impossible. C'est vraiment difficile. Non, on va rester. Non, pas, quand il parlait des animaux, ce n'est pas au sens propre du terme. Non. Je ne suis pas en train de... Je suis d'accord, voilà. je suis d'accord. Mais sur cette antenne, par respect pour ceux qui nous regardent et par respect pour les autres co-panélistes, vraiment, on va rester poli. Je suis poli, Mathieu. Merci infiniment. Peut-être c'est toi qui vas attirer l'attention des gens pour faire... Non, je t'en prie, petit Paul. Yvan Kanwa, quand on regarde les 15 premiers mois de cet exécutif porté par Samuel Eto'o à la tête de la fédération, je suis d'accord, on peut trouver certaines imperfections, mais le gros du résultat démontre que les lignes ont quand même bougé en un peu plus de 15 mois. Dire que les lignes ont bougé, ça dépend du bord par lequel on analyse la situation. Personnellement, lorsque la légende Samuel Eto'o, pour qui on a l'immense respect pour la carrière, parce qu'en termes de ce qu'il a réalisé sur les terrains, il est une source d'inspiration pour tout le monde. Et je pense qu'après Roger Mila, c'est probablement le plus illustre des footballeurs que l'Afrique ait connu, juste derrière Roger Mila. Ça, je plante ce décor pour que d'emblée, on ne passe pas d'amalgame. Parce que les gens ont souvent tendance à vouloir très vite mélanger les... Pardon, mais après, Yvan, tu n'auras pas toute la journée. Hein. Non, il faut qu'on se précise. Tu auras ton temps de parole, un peu comme Petit Paul Djoufag et également notre ami Léon Réziès. Là, tu as pris 1 minute où tu dis rien, où tu nous dis que tu plantes le décor. Pourtant, une question t'a été posée. Mathieu, si tu me dis que je ne dis rien, c'est un peu insultant pour ma personne. Tu peux me dire que j'ai parlé, je n'ai rien dit. Vas-y, je t'en prie. Yvan. J'étais disant que personnellement, lorsque Samuel Eto'o avait décidé de se présenter à l'élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, je vais avoir l'honnêteté de dire que j'étais de ceux qui étaient sceptiques. Parce que le personnage, au regard d'un certain nombre de faits, me semblait être un personnage clivant. Et j'estimais que pour une institution comme la Fédération camerounaise de football, il n'avait pas la maturité en termes de management pour pouvoir conduire les destinées d'une telle organisation. Et dès l'entame de son mandat, il y a eu un certain nombre de faits. On a constaté certaines démissions qui ont conforté mes appréhensions sur le fait que probablement au niveau de son programme, il y aurait peut-être eu tromperie sur la marchandise. Tu ne réponds pas à ma question, je ne te coupe pas, pardon. Mais moi, je veux comprendre. Pourquoi il est systématiquement critiqué? Mais Mathieu, laisse-moi amener le sujet pour aller vers là où je suis en train d'aller. Oui, mais dans un premier temps, réponds à la question, mon cher Yvan. Mathieu, si tu me coupes toutes les 10 secondes, tu ne vas pas me laisser développer. Si vous ne répondez pas Mathieu, à la question, qu'est-ce que je fais, Yvan? Mathieu, je suis en train de répondre à la question, mais je ne vais pas répondre à la question comme vous voulez que je réponde à la question. Allez-y. Laissez-moi développer pour arriver à la réponse à votre question. Allez-y. Voilà. J'étais disant je le répète, malheureusement, on n'a pas toute la soirée. Oui, ça peut être ma seule prise de parole, il n'y aura pas de souci. J'étais disant que on a observé un certain nombre de radiations qui m'ont également confronté dans mes appréhensions sur le caractère clivant du personnage. Et à côté de cela, vous noterez quand même que cet exécutif, en tout début de mandat, était quand même passé maître dans les annonces fracassantes qui ne pouvaient pas forcément respecter. Je vais prendre un seul cliché. La question des salaires des joueurs de MTN et Lille One et Lille 2, dont beaucoup se taguent aujourd'hui et s'en gargarisent, pour le brandir comme étant un point positif de cet exécutif. Je rappelle quand même que lors de l'Assemblée générale du SINAFOC l'année dernière, j'y étais, le président de la fédération avait promis devant l'Assemblée qu'il doublera ses salaires chaque année. Je pense qu'on est passé d'une saison l'année dernière à 200 000 à une saison cette année où le montant de 200 000 n'a pas
n'a pas évolué. C'est faux. C'est Yvan, faux. officiellement, cette saison, on n'a pas encore la grille salariale. Je parle de la... Nous sommes à 2 saisons déjà. Oui. Quand il prend le SMIC est revenu, on a remis les salaires en Ligue 1 au niveau du SMIC. Je crois qu'il était de 36 200 francs, l'ancien exécutif. Il le remet à 100 000 francs. La saison qui suit, qui est cette saison, c'est 200 000 francs. Donc on ne peut pas dire que... C'est un peu clair, Yvan. Et en Guinée Super League, on est passé de 100 000 à 50 000. On a en Ligue, c'est 100 000. On est en Ligue 1. On est passé de 50 000 à 100 000. Tu parlais de la Ligue 1. Tu parlais de l'élite One. Petit Paul, Yvan, après on ne va pas vous laisser nous amener partout. Mais Mathieu, j'ai parlé 1 minute, tu m'as coupé 2 fois, il m'a coupé 1 fois. À un moment, il faut qu'on soit sérieux. Il parlait, je l'ai écouté religieusement. Non, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il disait, mais je l'ai écouté. Yvan, il fallait mettre au clair un certain nombre. Il a son temps de parole. Il va dire ça quand il a son temps de parole. Malheureusement, ici, c'est moi qui donne la parole. Allez-y, Yvan. Mais si à chaque fois vous donnez la parole aux gens dans mon temps de parole, à ce moment, votre plateau est désorganisé, je suis désolé. Oui, je suis désolé, Mathieu. Si vous donnez le temps de parole aux gens dans mon temps de parole, votre plateau devient un plateau désorganisé. J'aurais pu faire comme lui, prendre la parole dans son temps de parole pendant qu'il disait des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Vous venez de prendre 45 secondes à vous justifier. Oui, vous pouvez donner la parole à une autre personne. Vous pouvez donner la parole à une autre personne s'il n'y a pas de souci. Allez-y, Yvan, je vous pose la question. Pourquoi, je répète la question, pourquoi autant de critiques autour du président de la Fédération camerounaise de football? Je vais poursuivre en disant Pourtant, que... les fruits commencent à se percevoir. Oui, ça dépend là où on se place quand on parle de fruits. J'ai écouté Petit Paul tout à l'heure dire que je suis très surpris qu'un aîné comme lui, c'est le plus âgé probablement de nous autour de ce plateau, qu'il se vante qu'un stade comme le stade annexe d'Olembe, le stade d'Olembe qui a 1000 places, pas d'un stade qui a 1000 places. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se vante de remplir un stade qui a 1000 places. Pourtant, nous, on a connu des Interpools. Ici, à Douala, au stade de la réunification, un stade qui avait à l'époque une capacité de 25 à 30 000 places, où le stade faisait pratiquement le plein d'œuvre. Je parle d'une époque à 2005-2006, l'année où les Astres, moi je crois, c'est Espérance de Guidère et d'autres équipes qui jouent les Interpools ici à Douala. Nous, on regardait les matchs dans un stade de 25 à 30 000 places, pratiquement plein. Aujourd'hui, les gens se vendent d'avoir un stade de 1000 places, 2000 places qui est plein. Là, je pense qu'on n'a probablement pas les mêmes références. Parce que tu m'as interrogé. Je vais te rappeler que quand je parlais, écoute-moi, j'ai dit le public est en train de revenir au stade comme il y a plus de 10 ans, ce n'était plus le cas. Merci, donc, monsieur. Je vous dis qu'il y a 10 ans, on avait 15 000 spectateurs au stade. Aujourd'hui, on a 1000 spectateurs. Monsieur Djoufa. Petit Paul, je suis en train de vous dire qu'à l'époque, on avait 15 000 spectateurs pour un match des Interpools. Aujourd'hui, on a 2000 spectateurs. C'était pas il y a si vous 10 faites ans. le ratio, ça fait 7 fois moins. Okay. Et donc, vous ne pouvez pas vous satisfaire de ce qu'aujourd'hui, on a 7 fois moins de spectateurs qu'il y a 15 ans. Et vous me dites que les spectateurs sont en train de revenir dans les stades. Pour revenir à ta question, Mathieu Fangwa, puisque j'ai apparemment été très long dans ma prise de parole. Je ne dis pas, vous le constatez de vous-même. Je vais sortir en évoquant quelques éléments par rapport au caractère fonctionnel de cet exécutif depuis qu'ils sont là. Dans toutes les fédérations au monde entier, il y a 2 indicateurs qui renseignent sur la vitalité du football dans un pays. Le premier indicateur, c'est la direction technique nationale, qui est la substance scientifique moelle du football dans un pays, la substance pensante, la matrice qui pense le football avant qu'il soit organisé. Le deuxième élément, c'est le football jeune. Parce que dans la pyramide du football dans un pays, c'est le football jeune qui est la base, qui est censé porter le sommet, et c'est elle qui alimente ce sommet. Vous avez vu à quel niveau se trouve la DT1 dans notre pays? Elle est pratiquement inexistante. Vous avez vu à quel niveau se trouve le football jeune dans notre pays? Le football jeune est pratiquement inexistant. Ça ne se joue pratiquement pas depuis 2 ans. On est en train d'aller à 2 ans que cet exécutif est là. Et donc, si je m'arrête, ne serait-ce que sur ces 2 éléments, je vous passe de certaines décisions comme les ruptures abusives de contrat avec Warner Sport, avec le corps sportif et Concessao, qui nous valent aujourd'hui de pouvoir être redevables à hauteur de plusieurs milliards. Ça, ce sont des décisions administratives. Si on s'arrête sur ces exemples-là, et qu'on me dise qu'aujourd'hui, on ne comprend pas les critiques qui s'abattent sur cet exécutif, j'ai envie de dire qu'on n'est pas peut-être au même niveau de suivi de ce football local. Okay. Nous sommes d'accord qu'il y a peut-être des points positifs, mais ne demandez pas aux gens de ne pas critiquer un exécutif qui a multiplié des erreurs de management. Parce que c'est aussi ça, ce sont ces critiques qu'il nous faut avancer. Okay. Les pays les plus développés aujourd'hui dans le monde entier sont les pays où les critiques sont les plus acerbes. Okay. Parce que c'est sur ces critiques qu'on s'appuie pour pouvoir bâtir la société. Léon Rosier, on a l'impression qu'il y a une forme de vendetta vis-à-vis du président de la Fédération camerounaise de football.
ces petits pôles, peut-être qu'il le disait tantôt, ceux qui étaient aux affaires il y a quelque temps et qui malheureusement ne sont plus aux affaires, on a l'impression qu'ils en veulent personnellement à cet exécutif et plus précisément à son président. Bon, c'est une impression. Chacun va défendre son point de vue. Un point de vue dépend toujours de votre position. Vous voyez, on peut être sur deux positions différentes. Moi, je vois 6, vous voyez 9. On ne sera jamais d'accord parce que chacun donnera son point de vue selon sa position. Donc, dire que les gens, il y a une vendetta derrière le président de la fédération, c'est pas moi qui le dis. Vous-même, vous le constatez que c'est l'exécutif qui balaye le plus grand nombre de critiques. Pourtant, il n'y a rien d'extraordinaire qui est fait. S'il faut seulement aller sur les éléments que Yvan a parlé, si c'est des ruptures abusives de contrat avec les entraîneurs, je peux vous en citer plusieurs. Volker Finke, c'est pas le premier. Volker Finke, Hugo Bross, ils ne sont pas partis bras ballants, ils sont partis avec des problèmes de rupture abusive du contrat. Donc c'est pas la première fois. C'était pas Eto'o qui était président. C'est pas la première fois, laissez que je parle un peu. Donc c'est pas la première fois que ça arrive. On a parlé du contrat avec le corps sportif rupture avec One Sport, mais comment s'est terminé le contrat de Puma? On ne sait pas. C'est pas Eto'o qui était à la tête de la fédération sportive. Je vais faire une petite entrave à Petit Paul en disant que celui qu'on présente aujourd'hui comme le meilleur président de l'histoire de la Fédération camerounaise de football, Iya Mohamed, nous a fait signer avec Puma sans qu'on en connaisse les conditions. Et on a été frappé par la FIFA parce qu'on avait enfreint les règles du football. Donc les règles basiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on joue avec un maillot de telle façon, mais on est allé enfreindre les règles et ça n'a pas fait le même écho que j'entends aujourd'hui sur One Sport, comme s'il y avait un scandale. Pourtant, à cette époque-là, ça nous aurait valu une disqualification pour la Coupe du Monde parce que c'était du jamais vu. C'était là-bas le véritable scandale. Mais si vous allez sur Internet, vous voyez le nombre d'articles qui a été pondu sur cette affaire. Vous voyez ce qu'on dit sur les commérages, sur One Sport. Vous verrez qu'il y a une véritable volonté manifeste de ne pas regarder ce qui est fait. On a parlé d'un nouvel exécutif, mais on ne va pas quand même seulement dire que et parler d'autre chose, même sur les salaires des joueurs. Je pense que s'il y a un problème aujourd'hui avec les présidents de clubs, c'est parce que ce n'est pas la fédération qui paye les joueurs. La fédération donne, normalement, les joueurs, les clubs sont constitués de telle façon qu'ils ont un modèle économique pour pouvoir assurer les salaires de leurs joueurs. Donc, moi, j'étais à la première conférence de presse quand on présentait le projet entre la SEC, la FECAFOOT et le SINAFOP, où on demandait à la première saison d'Eto'o, de donner la première saison de l'exécutif d'Eto'o qui disait qu'il y avait eu un accord tripartite entre le SINAFOP, la SEC et la FECAFOOT où les présidents de club avaient validé le projet. Mais après, qui a flanché? C'est pas la FECAFOOT, ce sont les présidents de club qui ont flanché. Donc on ne va pas dire que tout est clair, tout est beau dans cet exécutif, mais on va quand même dire qu'à un moment donné, on aspirait à mieux. Eto'o, aujourd'hui, Yvan peut-être a dit qu'il y a Roger Mila, mais moi, je pense que Eto'o est le Camerounais le plus connu aujourd'hui au monde. Quand tu dis Eto'o, tout le monde peut te dire placer le Cameroun sur la carte du monde aujourd'hui grâce à Eto'o. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'intéressent à la fédération. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que FECAFOOT signifie Fédération Camerounaise de Football, mais qui font des posts à longueur de journée sur la FECAFOOT sans véritable savoir quelles sont les prérogatives d'une fédération. Oui, c'est l'effet Eto'o, c'est l'effet de mode. Si Eto'o arrive dans ce studio, la dernière fois qu'il est arrivé, il y avait un embouteillage de l'autre côté lorsqu'il accordait une interview à Rodrigue. Donc c'est ça, c'est la conséquence de la... Mon directeur de l'information. C'est monsieur Rodrigue Tongue. C'est mon confrère. Non. Mon directeur de l'information. C'est ton directeur, c'est mon confrère. Il n'est pas directeur dans la République. Je dis donc que c'est l'effet Eto'o. Si Eto'o arrive quelque part, ça rend cet endroit à la mode. Donc c'est normal aujourd'hui qu'il y ait plus d'yeux sur la fédération. Que ce soit des yeux d'experts ou non, et que les gens en parlent. Parce qu'aujourd'hui, avec 100 francs, vous mettez de la connexion, vous pouvez répondre au président de la République sur Twitter. Ça veut dire que le président peut tweeter et vous répondez parce que vous avez mis la connexion de 100 francs. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans ou il y a 20 ans lorsqu'il y avait d'autres exécutifs. Donc cela favorise un peu l'environnement qu'il y a aujourd'hui. Mais pour moi, je pense que si le nouvel exécutif a un projet, tout ce qui est autour là ne devrait pas les branler parce que ce soit des problèmes avec les présidents de club, Iya Mohamed avait des problèmes avec les présidents de club, Joseph Ouna avait des problèmes avec les présidents de club, Njoya même que certains
à Double aujourd'hui n'a pas on a joué un CHAN en 2000 ici, il n'y avait pas de championnat. On était obligé de créer des joueurs dans les championnats de quartier pour jouer une compétition au Cameroun qui était une compétition dédiée aux joueurs, aux footballeurs locaux parce qu'il n'y avait pas de championnat. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un championnat et c'est banal, parce que quand il n'y en avait pas, ce n'était pas un scandale, je pense que c'est manqué quand même d'honnêteté vis-à-vis de ce que l'exécutif en place est en train de faire. Petit Pondjoufak, je veux justement qu'on en revienne à ce scandale, à ce que certains considèrent de scandale en ce moment à la Fédération camerounaise de football. Il y a cet audio qui est en circulation, qui impliquerait justement, où on dit justement que le président de la Fédération camerounaise de football et le président justement de Opopo sont ceux qui sont la conversation justement est celle du président de la fédération au président de club de Opopo. Sauf que là, il y a eu la sortie musclée du président de Opopo qui déclare justement qu'il ne se reconnaît pas dans cet audio et affirme même avoir porté plainte. Il y a comment est-ce que les Camerounais peuvent pousser le bouchon aussi loin? Est-ce qu'on est dans une logique à tout prix de faire porter le chapeau de tout ce qui ne va pas au président de la fédération? Non. Mathieu, tu sais, pour le respect que j'ai pour les téléspectateurs de cette émission et de cette chaîne Canal 2 International qui a pour slogan la chaîne à proximité de ces téléspectateurs, je vais vous te rassurer que quand je fais le parcours de l'homme qui est à la tête de la Fédération camerounaise de football, puis-je vous dire que cela ne peut pas l'ébranler, sans connaître l'homme, hein, sans être un proche. Mais quand je regarde son parcours, c'est quelqu'un qui est né, qui a grandi dans l'adversité. Il a été attaquant. Il a joué pendant plus de 15 ans le haut niveau du football, parce que le sommet où il a atteint, il n'y a pas un autre sommet. Même si après, Ivan Kamwa va vouloir démontrer que ce que je dis est faux. Mais le sommet qu'il a joué, donc qu'il a atteint, il n'y a pas un autre sommet. Et personne n'a encore atteint ce niveau au Cameroun. Même en Afrique, actuellement, on les compte au bout du doigt. Il était un grand attaquant. Il n'a que joué dans... Tout ce qu'il a fait, c'est dans l'adversité. Vous savez, moi qui ai la chance de côtoyer les grands entraîneurs, faire parfois les entraînements, quand on joue un match de football, c'est pour aller vers l'avant. On conclut par le buteur. Pas celui qui va marquer. On ne fait pas un match d'entraînement pour rentrer en arrière. On va vers l'avant. Et l'attaquant, vous verrez que sur le marché, où ces 10 dernières années, c'est les attaquants qui coûtent plus cher. Vous verrez qu'en termes de rémunération, c'est les attaquants. Donc l'adversité, il a connu. Et ça pendant plus de 17 ans. Il faut réfléchir comment. Il fallait passer Desailly, Laurent Blanc, Sol Campbell, Ramos, tous ces grands défenseurs, Maldini, Nesta, dont vous pouvez imaginer. Donc ça ne l'a pas ébranlé. Parce qu'un attaquant doit faire face à cette adversité. Donc aujourd'hui, après sa carrière, il va porter sa pierre à l'édifice pour la construction de du football de son pays. Il a encore connu l'adversité pour être là-bas. Et il a gagné. Aujourd'hui, les gens attendent beaucoup que le président de l'Africa Foot, qu'il vienne en 18 mois, qu'il vienne nous faire des miracles. Ça veut dire que le Cameroun gagne la Coupe du Monde, le Cameroun gagne la Coupe d'Afrique, toutes les catégories confondues, et que subitement, Messi vient jouer dans le championnat camerounais, ou que Ronaldo, c'est ce que les gens pensent dans l'imaginaire, comme les amis d'Ivan Kamwa. Mais ce n'est pas ça. Le football, ce n'est pas ça. C'est un projet. C'est un projet. Tout à l'heure, tu me reprochais que j'étais interrompu. Je n'étais pas, mais je n'ai pas fait comme toi. Voilà. Donc, j'ai dit ceci. Ce voice où les gens parlent, je le considère même que ça soit le président de Popo. Qu'est-ce qu'il dit de grave dedans? Quelqu'un, il appelle un ami, il dit, je ne suis pas fier, tu as été candidat, j'étais soutenu parce que tu as joué au haut niveau, j'ai cru que les choses devront changer. Mais je t'ai parlé, nous étions au Qatar, de ce que j'ai subi, pendant mes matchs de championnat. Tu m'as dit qu'à ton retour, cela devait se régler. Régler dans quel sens? Qu'on devait voir que les choses, qu'on devait tirer les oreilles, soit c'est les hommes en noir, je ne sais pas qui, pour qu'il y ait impartialité. Il s'est plaint. Maintenant,
j'arrive, je vois que les choses n'ont pas changé dehors de ce match, parce qu'il faut dire que si il est avéré que c'est lui, si on écoute, c'est après le match de Tonnerre. Et ce match de Tonnerre, j'étais à Limbé. J'ai vu ce match, je vous ai dit que j'ai vu tout sauf l'arbitrage. Si on était dans d'autres stades où on a vu violenter les arbitres, si je félicite ce public de Limbé, s'ils étaient comme dans certains stades, je pense que ces arbitres ne seront pas sortis vivants dans ce stade. Donc il se plaint et son ami le rassure. Bon, il n'y a pas de problème, je vais rentrer et cela serait résolu. J'ai écouté sur d'autres choses, on a dit que le président de Popo n'a pas été suspendu, peut-être il a été amendé, son équipe a perdu le match sur le terrain. Maintenant, les gens pensent que c'est la même année, ce qu'on vit là. On a dit qu'on soutient, les gens disent souvent qu'on favorise le Real de Madrid. Quand la Champions League se joue, qu'on favorise le Real de Madrid. Quand le président IA était président de l'Africa Foot, Coton Sport était champion chaque année. On disait que c'est parce que le président IA, on favorise Coton Sport. Mais, sauf que les gens de mauvaise foi, comme les gens qui sont dans l'église de mauvaise foi, comme quand moi qui est assis en face de moi, ils ne s'interrogent pas qu'une équipe a fini la saison. On n'a pas entendu des problèmes de salaire. Une équipe, un président de cette équipe, comme celui de Popo, a offert à son équipe 2 bus 0 km, comme nous on dit souvent au quartier, à une hauteur de 120 millions. C'est qu'on ne voit pas. Personne n'a fait ça sur le plan local. Il ne peut pas dire que, regardez, la qualité du recrutement qui a été fait au niveau de Popo, que ce soit les gardiens, c'était internationaux, nigérians, et ce qu'ils pouvaient avoir des meilleurs en élite pour monter, et que régulièrement, il paye au-dessus du SMIC, parce qu'il faut rappeler le SMIC en Ligue 2, il était de 75 000. Il paye au-dessus avec les salaires qui sont quadruplés en Ligue 2. Donc, on voit son objectif qu'il arrive à gagner les champions. Les gens pensent que c'est parce qu'il a été favorisé et on vous sort des audios comme quoi c'est... Alors que ça ne nous intéresse pas. Et moi, si j'étais même et que je pouvais favoriser, si j'avais la possibilité de le faire, je le ferais parce que moi, je n'encourage pas la médiocrité. Okay. Moi, j'encourage le mérite. Merci, Petit Paul. Yvan Kanwa, je veux qu'on reste justement sur cette audio en circulation. On a parlé pendant 10 minutes. Hein. Je veux qu'on reste sur cette audio en circulation. Est-ce que désormais vous avez une autre perception maintenant que le président et patron de Popo dit ne pas se reconnaître dans cette audio et a désormais porté plainte? Moi, je suis un peu mal à l'aise de parler de cette histoire d'audio. Parce que pour l'instant, ni toi ni moi n'avons la capacité d'authentifier qui exactement parle dans le son. Et donc, tenir un langage ou alors faire une analyse, ça ne peut pas forcément être une analyse qui soit objective. Le président d'Opopo dit ne pas se reconnaître dans ce qui lui est reproché, c'est-à-dire l'audio. Il déclare justement que l'audio, il ne s'y reconnaît pas, c'est pas sa voix, c'est pas Opopo et il a porté plainte. Oui, c'est sa liberté la plus absolue. S'il estime être victime de diffamation ou de cabale contre sa personne, c'est sa liberté de pouvoir s'exercer en justice contre ceux qu'il estime être les pourfendeurs de son image. Mais moi, au-delà de ça, ce qui me gêne, c'est que dans cet audio, il y a quand même beaucoup de choses qui me semblent être graves, qui sont dites dans cet audio, qui renvoient à des faits de corruption, de manipulation de matchs, etc. Et j'estime que si on était dans un contexte normal, logiquement, à l'heure où on parle, un procureur de la République se serait déjà saisi de cette affaire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des techniques sophistiquées que la police judiciaire utilise, qu'Interpol utilise, pour pouvoir rattacher un son à l'identité de la personne qui parle dans le son, mener des enquêtes à ce propos-là et voir si effectivement, puisqu'il estime que ce n'est pas lui qui parle dans l'audio en question, de pouvoir établir si effectivement c'est lui qui parle ou pas. Et si ce n'est pas lui qui parle, qu'on essaie d'identifier qui parle. Et dans les deux cas de figure, je pense qu'il y a des procédés judiciaires qui puissent permettre de le punir. Si c'est le président de Popo et le président de la fédération, comme c'est dit, qui parle dans l'audio, mais Yvan, la justice fait son travail. Dit qu'il ne se reconnaît pas. Oui, mais il a même porté plainte. Mais Mathieu, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le président de Popo qui organise la vie dans la cité au Cameroun. J'ai parlé du procureur de la République. Quand il y a une affaire comme ça dans un pays sérieux, dans un contexte sérieux, le procureur de la République se saisit de l'affaire, puisque c'est de leur ressort. On parle quand même d'une affaire qui a trait à la corruption, trafic de match, etc.
trafic d'influence, etc. C'est dit dans l'audio que moi j'ai écouté en tout cas. Et donc, normalement, logiquement, je pense qu'il y a des tribunaux à Limbe, il y a des tribunaux un peu partout, à Douala, à Yaoundé, un peu partout. Un procureur de la République aurait pu se saisir de cette affaire-là, qui est une affaire de corruption. La corruption, c'est que la corruption est punie par la loi au Cameroun, où des faits de corruption sont évoqués, se saisir de l'affaire, mettre sur pied des mécanismes qui permettent de rattacher les personnes qui partent dans la voie à leur identité réelle, et à partir de ce moment-là, établir les responsabilités et sanctionner. C'est simplement ce que je suis en train de dire. Léon Rosier, la sortie justement du patron de Opopo ou encore Victoria United, est-ce que démontre à suffisance que là, c'est pas sa conversation, il déclare, n'est pas se reconnaître justement dans cet audio. C'est une forme de patte blanche? Non, on ne va pas dire patte blanche. On peut être dans le football et on est blanc. Ce qui est sûr. Si on est honnête, si on se regarde dans les yeux, vous ne pouvez pas être dans le football et dire que vous êtes blanc. Maintenant, Yvan l'a dit ici, il faut authentifier les audios pour définir qui parle de quoi, quand est-ce que ça a commencé. Je pense qu'aujourd'hui, on a les services compétents parce que si des gens des officines malveillantes ont voulu jeter à la vindicte populaire soit le président de Victoria United, soit le président de la fédération, qui sont entre parenthèses identifiés dans la conversation. Si des gens ont voulu les jeter à la vindicte populaire, je pense qu'il y a des méthodes, soit avec le numérique, soit avec le digital, qui permettent de prendre plus que ces conversations-là, parce que c'est juste un bout de conversation. Je pense qu'avant ça, il y a des conversations, après, il y a des conversations. Maintenant, pour ce qui est d'Opopo, je pense qu'Opopo, c'est le champion du Sud-Ouest, et que Petit Paul l'a dit ici, c'est une équipe que, sur le plan du management, se comporte plutôt bien. Il y a un siège qui est en construction, il y a des bus, il y a des traitements salariaux qui ne sont pas mauvais. Je pense aussi que le président Ndialakwan avait félicité dernièrement Opopo pour sa montée en première division. Donc, je me dis que si on félicite des gens aujourd'hui et demain on les accuse de corruption, ça veut dire qu'il y a quand même des petites accointances entre les gens, puisque Opopo c'est au sud-ouest, Ndialakwan c'est au sud-ouest. Tu félicites quelqu'un aujourd'hui, demain tu dis qu'il est corrompu. Bon, je n'ai pas dit que c'est de ça qu'il s'agit, mais je dis juste que ça prête à confusion parce que ça a une suite logique avec, à la suite de la conférence de presse. À la suite d'abord de la démission, après conférence de presse, maintenant des audios qui sont balancés. Qu'est-ce qu'on va avoir après? Donc moi je me dis que bon, c'est peut-être une technique bien menée. Espérons que ça va assainir le milieu du football, parce que je pense que l'objectif à la fin, ce n'est pas les intérêts personnels, mais c'est les intérêts du football en général. Parce qu'on a bien l'impression qu'il y a des gens qui venaient pour des objectifs personnels qui n'ont pas été satisfaits, et maintenant qui veulent faire croire que c'est pour le football et c'est pour le bien du football. C'est ce qui a toujours tué, que ce soit la Fédération camerounaise de football, que ce soit même les Lions indomptables et que le football camerounais. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans le football pour des intérêts personnels, et lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ils vous font croire que ça n'a pas marché parce qu'il y avait une mauvaise personne. Parce que je me dis que les gens qui disent que Eto'o, qui font partie de l'entourage du président de la fédération, à un moment donné, pendant que des gens disent que le président est mal entouré, et dès que ces gens-là sortent, ils disent que c'est le président qui est mauvais. Finalement, qui a raison? Ceux qui disent que le président est mal entouré quand ces gens-là sont dans son entourage, ou bien c'est au moment où ils sortent qu'ils disent que c'est le président qui est mauvais. Donc moi, je pense que il faut rester lucide et garder à l'esprit que tout ce qu'on peut faire comme action aille pour le bien du football camerounais. Tant que ce n'est pas pour le bien du football camerounais, vous pouvez vous abstenir de tout le reste. Yvan l'a dit ici, il y a des méthodes pour que la justice se saisisse de cette affaire et qu'on en tire les responsabilités. Je pense que le président de Victoria United a convoqué la presse demain pour une conférence de presse. Il y aura certainement des choses à dire et à écouter de ce côté-là, et on en saura un peu plus sur cette affaire. Petit Paul Ndjoufak, pour sortir définitivement de ce sujet, faut-il désormais s'inquiéter ou avoir peur que nos interlocuteurs nous enregistrent désormais? Mathieu, c'est ce qui se fait quotidiennement. Si on veut mettre les conversations privées, le monde entier va s'exploser. Le monde entier va s'exploser. Vous avez déjà enregistré un interlocuteur? Moi, je ne le ferai pas. Je ne sais pas pour quel intérêt je le ferai. Moi, je crois en Dieu et je dis, si tu me trompes ou on se trompe, moi, je ne compte même pas sur la justice administrative. Moi, je sais que la meilleure justice, elle est divine. Il est là en haut. Moi, je remets tout entre ses mains, même si j'ai d'autres méthodes de gérer cela. Mais je dis,
cette histoire, c'est pour ça raison que j'ai un peu ressassé le parcours du président de l'Africa Foot pour dire qu'il a gagné dans la VC. Donc cela ne peut pas l'ébranler. Donc maintenant, vous voyez qui a été ciblé. Qui a été ciblé pour ça, pour faire cette attaque. Ce n'est pas n'importe qui. On vous prend quelqu'un qui est en train de structurer, qui met les moyens pour que le football change, pour que les acteurs, les joueurs vivent de leur art. Qui est un grand, qui aujourd'hui peut se positionner en tête, peut-être derrière Coton Sport, pour être dans la première locomotive, pour que au premier wagon, pour que le football camerounais change. Donc vous voyez que c'est lui qui était positionné en avant. Mais on ne fait pas les commentaires, ceux-là oublient. Ils ne font pas les commentaires sur les actes politiques qui posent dans sa vision de faire les choses. Donc on est là, comme j'ai dit, ceux qui sont dans ce film-là, ils me rappellent la série qui s'est passée réellement à Blida. Où les Algériens ont passé le temps à dire qu'ils a appelé la FIFA, envoyé les trucs qu'on ira pour au mondial, au Cameroun a triché. Mais pour finir, la FIFA a répondu, nous sommes allés au mondial. Yvan Kanwa, faut-il désormais s'inquiéter d'avoir un interlocuteur, d'avoir une conversation sérieuse et qu'on vous dise désormais, M. Kanwa, moi, votre interlocuteur, ou celui avec qui vous avez discuté hier d'une affaire aussi sérieuse, vous enregistrez sans savoir qui parle dans les différents audios qui circulent sur la place publique, force est quand même de constater que, pour moi qui ai regardé beaucoup de films de mafia, ça ce sont des pratiques qui sont propres à la mafia. C'est-à-dire que nous sommes un groupe de 4 là, on opère sur une affaire, nous sommes des collaborateurs, mais personne ne fait confiance à l'autre. On donne l'impression d'être ensemble, mais chacun surveille l'autre et chacun essaye d'avoir des éléments compromettants sur son collaborateur pour les lui servir ou les lui opposer à un certain moment lorsqu'il y aurait des désaccords. C'est pourquoi j'estime que ce sont des choses très graves dont le procureur de la République devrait absolument se saisir et tirer cette affaire définitivement au clair. Merci Yvan. Malheureusement, il nous reste moins d'1 minute. C'est le temps qui vous a alloué, mon cher Léon Rezé. Je ne vous connais pas bavard, c'est pour ça qu'en moins d'1 minute, vous pourrez justement sortir sur cette affaire d'enregistrement ou d'audio. Faut-il craindre désormais qu'on se fasse enregistrer désormais? Non, craindre pourquoi? Il faut juste assumer ce qu'on fait. Moi, je pense que je n'ai pas peur que quelqu'un enregistre une de mes conversations parce que j'assume toujours ce que je dis, mais ce que Yvan dit est normal. Ce n'est pas un geste anodin que d'enregistrer quelqu'un. C'est des maîtres chanteurs, c'est des pratiques de maîtres chanteurs. Je pense que celui qui est exposé aujourd'hui, c'est celui qui a refusé de céder au chantage. Monsieur, merci d'être passé par ici. Merci également à notre ami Donald Ndiassebo, à René Djoubo de nous avoir produit. Merci infiniment à Colin Zouanchon, que j'appelle affectueusement Aïdjo, à 19h50. Prenez rendez-vous avec Alain Gislain Kanga pour le grand journal sur Canal 2.